Salut, ici Dr Joy, résident en neurochirurgie. Aujourd'hui, nous allons parler de cette structure exceptionnelle qui est le cortex cérébral. Il sera question de comprendre comment il s'organise anatomiquement et fonctionnellement. Lorsque nous regardons la surface du cerveau, nous constatons immédiatement qu'elle n'est pas lisse. Le cortex cérébral possède de multiples dépressions et replis qui augmentent considérablement sa surface dans un crâne qui est limité. Les dépressions du cortex sont appelées sillons, tandis que les reliefs situés entre ces sillons prennent le nom de gyrus ou circonvolution cérébrale. Tous les sillons n'ont pas la même importance anatomique. Certains sillons sont superficiels et variables d'un individu à un autre, alors que d'autres sont profonds, constants et servent de véritables repères anatomiques des différents lobes cérébraux. Parmi les sillons importants, nous avons tout d'abord le sillon central, également appelé scissure de Rolando, qui sépare le lobe frontal en avant et le lobe pariétal en arrière. Nous avons ensuite le sillon latéral ou scissure de Sylvius, qui sépare le lobe frontal et pariétal du lobe temporal. Plus en arrière, nous retrouvons le sillon pariéto-occipital qui participe à la séparation du lobe pariétal et du lobe occipital. Enfin, au niveau de la face inférieure, nous retrouvons l'incisure préoccipitale qui délimite le lobe occipital quand on la relie de manière imaginaire au sillon pariéto-occipital. Et cette ligne sépare également du lobe temporal. Parlons maintenant individuellement des différents lobes cérébraux. Nous allons commencer par le lobe frontal. Le lobe frontal est situé en avant du sillon central et au-dessus de la scissure de Sylvius. Il représente le plus volumineux des lobes cérébraux et joue un rôle majeur dans les fonctions motrices, exécutives, comportementales et langagières. À sa face latérale, plusieurs sillons secondaires viennent le subdiviser. Nous retrouvons notamment le sillon précentral ainsi que le sillon frontal supérieur et le sillon frontal inférieur. Ces sillons subdivisent le lobe frontal en plusieurs gyrés. Nous avons les gyrés précentrales, le gyri frontal supérieur ou F1, le gyri frontal moyen ou F2 et les gyri frontal inférieur ou F3. Notons que le gyrus frontal inférieur est quant à lui subdivisé en trois portions anatomiques, une partie operculaire, une partie triangulaire et la partie orbitaire. Dans l'hémisphère dominant, généralement du côté gauche chez les droitiers, les portions operculaires et triangulaires participent à la formation de l'aire de Broca, essentielle à la production du langage et l'articulation. À la face médiale du lobe frontal, nous avons le gyrus frontal médian et le lobule paracentral qui sont eux séparés du gyrus du cingulum par le sillon du cingulum. À sa face inférieure, on a le sillon olfactif et le sillon orbitaire qui a une forme de H et qui délimite ainsi le gyrus rectus et les gyri orbitaires médial, latéral, antérieur et postérieur. Il est maintenant important de comprendre que chaque lobe cérébral possède des régions spécialisées auxquelles sont attribuées des fonctions précises. Le cortex cérébral n'est donc pas une structure uniforme où toutes les régions feraient la même chose. Afin de mieux étudier cette organisation, le neurologue allemand Brodmann a réalisé une cartographie cyto-architectonique du cortex cérébral. Il a alors subdivisé le cortex cérébral en plusieurs aires. Cette numérotation est encore largement utilisée aujourd'hui en neuroanatomie et en neurologie clinique. Au niveau du lobe frontal, plusieurs aires fonctionnelles majeures sont retrouvées. La première et probablement la plus importante est le cortex primaire qui correspond essentiellement à l'aire 4 de Brodmann. Cette région constitue la principale aire motrice effectrice du cortex cérébral. C'est à partir de cette région que naissent une grande partie des fibres motrices descendantes dans la moelle épinière et vers les noyaux moteurs des nerfs crâniens. Les fibres issues de cette région vont former principalement la voie corticospinale et corticonucléaire, encore appelée voie pyramidale, que nous détaillons dans une de nos vidéos consacrées sur le faisceau pyramidal. Cette aire numéro 4 de Brodmann est particulière car elle possède une organisation extrêmement précise qui a été décrite par Penfield sous la forme d'un homunculus moteur. Cela signifie que chaque territoire cortical correspond au contrôle moteur d'une région déterminée du corps. Prenons par exemple une coupe frontale passant par le gyrus précentral. Nous pouvons observer une disposition topographique bien particulière des fibres motrices à ce niveau.
Au niveau de la face médiale de l'hémisphère se situe la représentation des membres inférieurs. En remontant vers les convexités supérieures de l'hémisphère, nous retrouvons progressivement la représentation du tronc puis du membre supérieur. Encore plus bas, latéralement, se situent les régions correspondant à la face. Cette représentation n'est cependant pas proportionnelle à la taille réelle des différentes parties du corps. Certaines régions occupent une surface corticale beaucoup plus importante que d'autres. La main, les lèvres ou la langue possèdent par exemple une représentation corticale très étendue comparativement au tronc ou à la cuisse. Cela s'explique simplement par le fait que les régions nécessitant des mouvements extrêmement fins et précis recrutent un nombre beaucoup plus important de neurones corticaux. Et donc, plus la densité neuronale impliquée dans le contrôle moteur est élevée, plus la précision motrice est importante. Et donc, c'est pour cette raison que les doigts, la main ou encore la langue disposent d'une motricité beaucoup plus fine que les régions comme le tronc ou les bras. Cette organisation somatotopique possède également une importance clinique majeure. La partie médiale de l'hémisphère cérébral, notamment la région correspondant à la représentation motrice des membres inférieurs, est principalement vascularisée par l'artère cérébrale antérieure. En revanche, la convexité latérale de l'hémisphère, où se trouve surtout la représentation motrice des membres supérieurs et de la face, est vascularisée essentiellement par l'artère cérébrale moyenne. Lors d'un accident vasculaire cérébral intéressant le territoire de l'artère cérébrale moyenne, le déficit moteur affectera les membres supérieurs et la face. On dit alors qu'on a un déficit à prédominance brachiofaciale. En revanche, une atteinte de l'artère cérébrale antérieure donnera plus volontairement une faiblesse prédominant aux membres inférieurs. Nous parlons en détail de cette corrélation anatomo-clinique dans la vidéo consacrée au faisceau pyramidal et aux voies motrices descendantes. Après avoir parlé du cortex moteur, parlons également d'un autre cortex au niveau du lobe frontal. En avant du gyrus précentral se développe une région appelée cortex associatif moteur qui correspond essentiellement à l'aire 6 et 4S de Brodmann. Ce cortex est constitué principalement du cortex prémoteur et de l'aire motrice supplémentaire. Ces régions participent également à la voie pyramidale, bien que sa contribution soit moins importante que celle du cortex moteur primaire. Leur rôle principal n'est pas l'exécution directe du mouvement, mais plutôt la préparation, l'organisation et la coordination des séquences du mouvement. Nous expliquons ça en détail dans notre vidéo sur le faisceau pyramidal. Ces aires communiquent en permanence avec les noyaux gris centraux et le cervelet afin de permettre une planification motrice ainsi qu'une coordination harmonieuse des mouvements volontaires. Elles jouent notamment un rôle important dans les mouvements du tronc, des épaules et des hanches. Encore plus en avant se développe une région particulière, le cortex préfrontal, qui correspond à l'aire 9, 10 et 46 de Brodmann. Il représente la partie la plus antérieure du lobe frontal. Cette région intervient dans les fonctions supérieures, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes permettant l'adaptation du comportement à une situation donnée. Il participe notamment à la personnalité, à la prise de décision, à la mémoire du travail, au raisonnement et au jugement. C'est également une région essentielle dans le contrôle des émotions et l'inhibition comportementale. Des lésions du cortex préfrontal peuvent entraîner des modifications profondes de la personnalité, des troubles du comportement ou encore une désinhibition sociale importante. Nous retrouvons ensuite les champs oculaires frontaux qui correspondent à l'aire 8 de Brodmann. Il est impliqué dans le contrôle volontaire des mouvements oculaires rapides, notamment les saccades permettant de diriger le regard vers une cible. Enfin, au niveau de la partie postérieure du gyrus frontal inférieur de l'hémisphère dominant, généralement du côté gauche chez les droitiers, se développe l'aire de Broca. Cette région correspond principalement aux aires 44 et 45 de Brodmann. L'aire de Broca joue un rôle fondamental dans la programmation motrice du langage articulé. Elle ne produit pas directement la pensée du langage, mais organise les mouvements nécessaires à la parole en coordonnant les muscles du larynx, de la langue, des lèvres et du pharynx.
Une atteinte de cette région provoque une aphasie motrice caractérisée par une difficulté majeure à produire le langage malgré une compréhension relativement conservée. Nous comprendrons cette notion lorsque nous parlerons de l'aire de Wernicke car ces deux régions sont fortement connectées entre elles par des faisceaux associatifs profonds, notamment le faisceau arqué. Alors passons maintenant au lobe temporal. Le lobe temporal est situé sous la ceinture de Sylvius, encore appelé sillon latéral, qui le sépare des lobes frontal et pariétal. Sur sa face latérale, le lobe temporal possède plusieurs sillons importants, les sillons temporal supérieur et les sillons temporal inférieur qui délimitent plusieurs circonvolutions, à savoir le gyrus temporal supérieur, le gyrus temporal moyen et le gyrus temporal inférieur, abrégé T1, T2 et T3. En outre, le sillon latéral possède une lèvre supérieure au niveau frontal et une lèvre inférieure au niveau temporal. Sur une coupe qui expose la face interne de la lèvre inférieure, le lobe temporal présente trois gyrés qui sont appelés les trois gyrés de Heschel. Passons maintenant à la face inférieure du lobe temporal. Nous retrouvons le sillon pariéto-occipital, le sillon collatéral et ces sillons délimitent certains gyrés, notamment et à ce niveau, nous avons les gyrus lingual. Le lobe temporal à ce niveau est séparé du gyrus du cingulum par le sillon calcarin. À la face médiale du lobe temporal, nous avons le gyrus parahippocampique et l'incus. Comme les autres lobes cérébraux, le lobe temporal contient plusieurs aires fonctionnelles spécialisées. La première grande région fonctionnelle est le cortex auditif primaire qui correspond à l'aire 41 et 42 de Brodmann. Le cortex auditif primaire est situé profondément au niveau des gyrés de Heschel. Son rôle principal est de rendre le son conscient. Il reçoit des informations auditives provenant principalement de l'oreille contralatérale. Le cortex auditif primaire analyse les caractéristiques physiques du son comme la fréquence, l'intensité, la hauteur, le rythme ainsi que la localisation spatiale du stimuli sonore. Autour de ce cortex auditif primaire se développe une région appelée cortex auditif associatif. Le cortex auditif associatif reçoit les informations déjà analysées par le cortex auditif primaire afin de leur donner une interprétation. Cette région compare les sons perçus aux souvenirs auditifs déjà stockés dans la mémoire. Elle permet ainsi d'identifier une voix familière, de reconnaître une musique, d'interpréter une intonation émotionnelle d'un discours ou encore de distinguer un bruit menaçant d'un bruit banal. C'est également dans ce lobe que se situe l'aire de Wernicke qui correspond essentiellement à l'aire 22. Cette aire joue un rôle fondamental dans la compréhension du langage parlé et écrit. L'aire de Wernicke reçoit des informations provenant des aires auditifs et des aires visuelles. Les stimuli auditifs permettent de comprendre les mots entendus, tandis que les stimuli visuels permettent de comprendre le langage écrit. Une fois ces informations interprétées, l'aire de Wernicke transmet le contenu vers l'aire de Broca par l'intermédiaire d'un faisceau de substance blanche appelé faisceau arqué. L'aire de Broca, quant à lui, transforme cette information en programme moteur de la parole, stimulant les noyaux des nerfs crâniens situés au niveau du tronc cérébral. En cas de lésion de l'aire de Wernicke, le patient présente une aphasie sensorielle. Le langage reste fluide et abondant, mais les phrases deviennent incohérentes et la compréhension du langage est altérée. Le patient entend alors les mots, mais ne parvient pas à leur donner une signification correcte. Parlons maintenant du cortex olfactif qui est l'association de l'aire 34 ou cortex entorhinal dorsal, de l'aire 28 ou cortex entorhinal et de l'aire 27 ou aire présubiculée. Contrairement aux autres modalités sensorielles, les voies olfactives possèdent une certaine particularité anatomique importante. Lorsque nous respirons, les molécules odorantes stimulent les récepteurs olfactifs situés au niveau de la muqueuse olfactive dans les fosses nasales. Les fibres nerveuses traversent ensuite la lame criblée de l'ethmoïde pour rejoindre le bulbe olfactif.
À partir des bulbes olfactifs naissent les tractus olfactifs qui se divisent ensuite en stries olfactifs médiales et latérales. Une partie des fibres rejoint le cortex frontal orbitaire impliqué dans l'analyse consciente et comportementale des odeurs. Une autre partie se dirige vers le cortex olfactif primaire localisé principalement dans les régions temporales médiales et le cortex piriforme. Cette région permet de rendre l'information consciente. Ces informations sont ensuite transmises au cortex olfactif associatif où elles sont analysées, comparées aux souvenirs olfactifs déjà enregistrés et intégrés aux expériences antérieures. Cette organisation permet non seulement d'identifier une odeur, mais également de lui attribuer une signification émotionnelle, car, en effet, les voies olfactives possèdent des connexions étroites avec le système limbique, notamment avec les amygdales cérébrales. C'est précisément cette connexion limbique qui explique pourquoi certaines odeurs peuvent déclencher instantanément des émotions, des souvenirs anciens ou des réactions affectives particulièrement intenses.